Ça vous va? On y va, on est prêt. Alors allons-y. Donc en fait, au niveau de cette conférence, on l'a scindée en plusieurs parties. La première, déjà, on va pouvoir se présenter un peu plus en détail et vous expliquer un peu les enjeux côté business et positionnement de nos entités. On va ensuite rentrer dans le cœur du sujet, à savoir l'autopartage en zone urbaine. Alors, on va essayer de faire un mix un peu des deux à la fois, parce que vous avez vu, nous, on est très teinté B2B. Pour autant, on a aussi des clients qui font du pur B2C. Donc voilà, on va essayer de mixer un peu les deux discours pour vous expliquer un maximum de choses sur le déploiement d'un service d'autopartage dans ces conditions-là. On aura aussi un gros focus sur la solution autopartage. Alors, quand on dit la solution, c'est du tronc commun, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez qu'on explore les techno embarqués, etc., on pourra très bien en parler, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis, on aura notamment un temps assez fort sur une étude de cas, puisqu'il faut savoir qu'à JBD et Mobility Delivery ont travaillé pour la ville de Saint-Nazaire sur le déploiement de leur service d'autopartage. Voilà, donc à la mairie et pour la Carène aussi. Et donc, on sera ravis de pouvoir échanger sur le sujet si besoin, avec grand plaisir. Alors, sur la partie des présentateurs, je pense qu'on peut peut-être revenir en deux mots sur ce que tu fais, Guillaume. Non, bah à la limite plutôt sur la partie société, mais non, je pense qu'on peut passer plus rapidement là-dessus. Ça marche. Hop. Alors, donc je vais me présenter, je suis désolé, c'est un peu cavalier. J'ai mis un leader effectivement en Europe sur l'autopartage B2B. Autopartage B2B, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va déployer notre solution d'autopartage sur des parcs existants, que ce soit sur des collectivités ou des entreprises, mais aussi pour des solutions-là, et puis aussi au Benelux, etc. Donc, pour faire un point très rapide sur l'entreprise, on est une vieille startup. Ça fait plus de 10 ans qu'on a d'expérience, voire un peu plus, parce qu'on va dire une activité B2C à l'époque, puisque c'était nous qui étions derrière Cityrule. On a à peu près 7500 véhicules qui sont intégrés sur notre solution d'autopartage qui s'appelle eColibri. Donc, on fait un peu de tout, puisqu'on va à la fois intégrer des véhicules connectés grâce à nos technologies sur des parcs existants. On peut aussi fournir les véhicules, si besoin, en mode packagé avec l'autopartage intégré. On peut aussi faire du multimodal, intégrer à la fois du vélo partage, on fait même du bateau à Lorient. On fait du covoiturage, etc. Donc, on est sur cette logique un peu de masse B2B, donc de mobility as a service en B2B. Et puis, pour vous expliquer très brièvement notre typologie de client, on est sur une grosse partie grand compte et ETI. Hein, ça représente, je dirais, 70% de notre parc d'activité. Puis ensuite, après, on va avoir des collectivités, des opérateurs B2C, mais aussi des PME, des associations qui s'intéressent à l'autopartage. Une des idées reçues d'ailleurs dans l'autopartage, c'est bien souvent, en tout cas en B2B, on va nous dire, nous, on n'est pas Orange, on n'a pas 3000 véhicules équipés en autopartage. C'est une idée reçue, parce qu'il faut savoir que même à partir d'un parc très petit, hein, avec un ou deux véhicules autopartagés, ça marche très bien. Et on a des cas concrets avec des lycées, par exemple à Nantes, qui ont mis cette solution-là en place pour les déplacements pas domicile travail, mais élèves travail pour les cours à domicile. Et ça marche très bien. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire aussi dans des cercles un peu plus petits. Et vous et les trophées, alors, juste pour rester 30 secondes quand même dessus, effectivement, on a eu pas mal de trophées. Le dernier en date, c'est celui du CES à Las Vegas, donc c'est un gros salon Consumer Electronic Show, et on a remporté un trophée sur notre technologie embarquée. Parce que il faut savoir qu'une des spécificités de Mobility Green, c'est qu'on fait tout en interne. Voilà, on a un pôle R&D en interne à Rennes, on a une partie aussi à Paris. Pour le service commercial, mais en tout cas, toute la R&D est faite en interne. On travaille uniquement avec des prestataires français aussi, que ce soit pour la techno, le soft, etc. Donc voilà, on est assez fiers de pouvoir gagner ce trophée et récompenser un peu le savoir-faire de MTG. Je laisse la main à Guillaume. Et donc à JBD, donc on a un bureau d'études en transport, mobilité, gestion des déchets. On est implanté à Paris, à Nantes et puis à Rennes. Et donc ça fait plus de 10 ans, c'est quasiment 15 ans maintenant qu'on intervient sur ces différents sujets. On est une équipe de 18 personnes. Et donc on intervient pour ce qui concerne le transport et la mobilité, globalement toute la chaîne de valeur autour des sujets mobilité, donc que ce soit de l'étude au niveau national, organisationnel, stratégique, d'avis réglementaire. On travaille sur l'innovation à la mobilité. Et donc, on est à la fois sur des approches, on intervient sur
l'identification des nouvelles politiques qu'on pourrait mettre en place, sur leur accompagnement, sur leur déploiement effectif opérationnel et puis sur leur évaluation derrière. Donc, on est vraiment sur toute la chaîne de valeur de la politique publique associée à la mobilité. Et donc, qui nous amène à traiter avec globalement tous les acteurs du milieu, que ce soit même parfois des particuliers, des entreprises, des collectivités de toute taille, et puis des fournisseurs de solutions comme Mobility Green, par exemple. Parfait. Je prends la main là-dessus? Oui, je t'en prie. Alors, sur le contexte réglementaire, on est aujourd'hui dans une situation où la mobilité est un des sujets les plus mis en avant et les plus discutés en politique publique, puisque en fait, on est sur, pour rappel, le transport, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, et c'est le seul secteur qui ne bouge pas depuis des années. C'est-à-dire que vos véhicules émettent de moins en moins, mais ils roulent de plus en plus, et il y en a de plus en plus. Le bilan de tout ça, c'est que les émissions de gaz à effet de serre augmentent et qu'en fait, on a même, elles baissaient jusqu'au moment, elles baissaient globalement, mais leur part relative est toujours assez stable. Et on a en plus, depuis 2017-2018, un retour à la hausse, notamment sur les véhicules légers, avec on a clairement atteint un palier en fait dans les émissions au kilomètre, et on n'arrive pas avec les véhicules d'aujourd'hui à continuer à diminuer. Donc, on a un retour à la hausse. Donc, il y a plein de phénomènes qui accompagnent ça, que ce soit la taille des véhicules, que ce soit leur usage, que ce soit les quelques tricheries autour des seuils d'émission. Tout ça pour dire qu'en gros, voilà, c'est un des secteurs aujourd'hui sur lequel il faut particulièrement agir en politique publique. On voit dans le cadre du plan de relance, ça a été une des priorités. Et donc, on a quelques outils qui sont des outils réglementaires qui aujourd'hui viennent bien encadrer ça. Donc, par exemple, les PDU, donc plans de déplacement urbain, qui sont obligatoires dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et qui viennent en fait définir toute l'organisation des mobilités des transports sur le territoire. Donc, ça va concerner à la fois les transports en commun, qui ont généralement une place assez importante, mais également tout ce qui est circulation routière, accessibilité des véhicules, mise en place de zones à faible émission, par exemple, la mise en place de zones 30, de zones piétonnes. Tout ça sont des éléments qui sont réfléchis dans le cadre des PDU. Et puis, on intègre aussi également des nouveaux usages de la mobilité, puisqu'en fait, que chacun ait en zone urbaine sa voiture individuelle qu'il utilise 5% du temps et qu'il laisse garer 84% du temps, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, du coup, on réfléchit notamment à des nouveaux usages, notamment l'usage partagé de la voiture. Donc, on sort du giron de la propriété pour avoir un usage partagé, donc l'autopartage, avec beaucoup d'expérimentations qui se mènent, beaucoup de systèmes opérationnels qui existent, certains qui ont disparu pour être remplacés par d'autres plus flexibles. Alors, on a vraiment plein de choses qui se font, et les PDU en général sont un peu la porte d'entrée de ce genre de système. Pour les entreprises et collectivités, on a un autre outil qui sont les plans de mobilité, qu'on appelle maintenant les PDME, plans de mobilité employeurs. Et parce qu'un plan de mobilité, en fait, c'est une obligation réglementaire pour les entreprises les employeurs qui ont plus de 50 salariés sur un même site et qui doivent du coup mettre en place une réflexion interne sur leur mobilité que ce soit leur parc de véhicules professionnels, ce qui est souvent oublié dans les PDM, mais ce qui rentre dedans, mais surtout les placements domicile-travail des collaborateurs. Et l'idée est de les accompagner vers d'autres modes de déplacement, que ce soit des transports en commun, des modes partagés, l'autopartage, le covoiturage, ou des modes actifs comme le vélo ou tout autre trottinette et gyropode dans les zones urbaines denses. Et puis un outil particulièrement réglementaire, puisque là on est vraiment dans de la loi pure, c'est le verdissement des flottes, que ce soit les flottes publiques, mais également maintenant les flottes privées depuis la loi d'orientation des mobilités, avec des objectifs assez forts. Alors là, c'est les objectifs pour les flottes publiques. Et du coup, avec l'objectif d'ici 2030 d'avoir 50% des véhicules renouvelés qui sont des véhicules à faible émission. Donc clairement, aujourd'hui, on l'observe bien, nous, en tant que prestataire de conseil, on le voit, il y a un mouvement très très fort dans les collectivités et même dans les flottes privées de réflexion sur le verdissement des flottes. On réfléchit à comment est-ce qu'on fait dans les 5-10 prochaines années pour déployer du véhicule électrique, du véhicule gaz, éventuellement du véhicule hydrogène, des biocarburants. Toutes ces réflexions sont en cours pour sortir
au plus vite du diesel et de l'essence dans un second temps. Avec en rappel 2040 qui est la fin de la vente de véhicules thermiques. Donc dans tous les cas, on va devoir y arriver. Donc tout ça, ce sont des éléments qui viennent renforcer en fait l'autopartage, puisque qui dit autopartage dit moins de véhicules, et donc on peut aussi potentiellement avoir des véhicules qui coûtent un peu plus cher, ou avec des fonctionnements un peu différents. Juste si je peux me permettre d'intervenir rapidement, ce que je trouve intéressant dans le propos, c'est de se rendre compte qu'en fait, au-delà de la pertinence des solutions proposées par MTG ou consorts, on se rend compte qu'en fait, avant tout, il y a un contexte beaucoup plus global qui pousse dans cette direction. Et ça, moi, je trouve ça intéressant de se dire qu'on on va au-delà de la pertinence d'une solution et que c'est bien une tendance plus globale qui nous incite à nous mettre en mouvement sur le sujet. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais, et je peux caler dans ce sens-là, puisque même nous, en tant que fournisseurs de solutions, on l'a bien vu, il y a encore quelques années, on voyait des effets un peu vitrines où des grands sièges sociaux nous disaient, voilà, on va mettre 2-3 véhicules électriques pour faire plaisir à la com, on va faire une petite com RSE. Maintenant, c'est différent. Il y a eu un avant-après aussi, certains acteurs qui sont positionnés sur de grande échelle, mais on l'a bien vu nous aussi à notre échelle que il y avait une logique plutôt de fond derrière que juste un effet vitrine très axé superficiel, j'ai envie de dire ça comme ça. Complètement. Et puis, on arrive en plus à un moment aussi où ces nouvelles motorisations trouvent leur seuil de rentabilité. Et ça change beaucoup de choses, notamment pour les acteurs privés ou les collectivités, où on peut justement déployer des véhicules de manière assez massive en ayant une réflexion globale sur les avitaillements, les recharges, tout ça, et l'organisation. Donc l'autopartage vient complètement, notamment sur les véhicules électriques, vient complètement en lien avec ça, et c'est assez intéressant de déployer les choses en parallèle. Et pour terminer sur cette partie tendance aussi qu'on observe, alors je ne sais pas si c'est le cas chez AJBD, mais tu vas pouvoir me le dire. Nous, ce qu'on a vu aussi, c'est après le confinement de mars, il y a eu une grosse tendance dans les entreprises, notamment à taille intermédiaire, de pousser du vélo de fonction avec des mobilités plus actives, que ce soit pour des trajets pro d'ailleurs, mais aussi pour des trajets domicile-travail. Et donc, nous, on l'a vu, il y a eu vraiment un gros boom sur ces demandes-là. À voir si ça va perdurer après sur du long terme, mais en tout cas, on a vraiment vu une sensibilisation sur ces modes plus actifs de mobilité aussi. Sur le vélo, le Covid nous a fait gagner 5 ans à peu près. C'est clairement, ça a mis un boost à toutes les politiques publiques sur le vélo, ça a débloqué énormément d'argent sur les questions d'aménagement cyclable et beaucoup de villes ont mis en place des aménagements qu'on appelle tactiques et qui permettent en fait à moindre coût de tester des nouvelles organisations de déplacement. Donc tout ça, c'est venu effectivement renforcer les déplacements à vélo et donc les employeurs de leur côté se sont dit, du coup, effectivement, on a des aides pour déployer des vélos à assistance électrique, par exemple. Il y a pas mal de soutien au niveau État ou région. Et donc, il y a eu des parcs partagés. Encore une fois, on peut avoir de l'autopartage vélo avec usage domicile-travail. C'est même particulièrement intéressant en termes de montage financier par rapport aux aides dont on peut disposer. Et donc, ça a mis un vrai coup d'accélérateur à toutes ces démarches. Exactement. Et un dernier point sur l'autopartage encore dans le contexte, c'est que les collectivités n'ont plus d'argent et que mettre en place de l'autopartage, c'est pas forcément un coût, au contraire, parce qu'en fait, on optimise ses usages et donc on va réduire le nombre de véhicules en fonctionnement globalement dans son parc. Donc même si nos coûts augmentent par véhicule, vu qu'il y a moins de véhicules, on arrive à trouver un fonctionnement global beaucoup plus vertueux économiquement. Et enfin, nous, on voit dans les collectivités qu'on accompagne, on nous dit vraiment, on doit déployer des véhicules à faible émission, on n'a plus d'argent, et trouvez-nous une solution. Et en général, l'autopartage vient là-dedans, justement, vient permettre d'optimiser tout ce nouveau fonctionnement. Tu as raison. Pour compléter tes propos, justement, nous, on observe en moyenne, alors évidemment, hein, chaque service est différent, hein, et ça dépend de la segmentation aussi, mais en moyenne, on observe quand même une bonne réduction du budget global de mobilité. Ça peut aller de 15 à 30% dans les cas où il y a vraiment un service performant. Donc, c'est pas négligeable. Et quand on dit ça, on intègre aussi le coût de la solution en même temps. Donc, il y a des choses à faire et j'ai envie de dire, c'est un des seuls produits à ma connaissance où on est quasiment sûr d'avoir un retour sur investissement assez rapidement si on fait bien les choses. Il y a toute une notion aussi du conduite du changement à intégrer quand on va mettre en place un service d'autopartage, on en parlera un peu après. Mais oui, le retour sur investissement est très fort. Et pour aller dans le sens de Guillaume, on est quand même un peu, enfin, je parle
sous la coupe de MTG, mais il n'y a pas plus time to market qu'une solution telle que la nôtre parce que on a un contexte favorable au déploiement de solutions durables. Il y a une crise aussi qui est en cours et du coup, on essaye de réduire des budgets. La mobilité, c'est le deuxième poste de dépense après les salaires souvent. Et dans ces cas-là, forcément, allier les deux, c'est une solution qui est assez pérenne dans le temps. Donc, voilà, nous, on peut témoigner. Pour vous donner aussi un chiffre, en l'occurrence, depuis mars, on a eu un bond de demande de services d'autopartage de plus de 150%. C'est pour vous donner la tendance quand même. Donc voilà, alors pour un peu identifier les problématiques auxquelles on fait face souvent sur des prospects, souvent on va retrouver le fait, ce que tu disais Guillaume, pour faire rouler des véhicules avec des kilométrages très faibles. Ça, c'est un élément important. Souvent, vous allez le voir, vous avez un parc qui est des fois surdimensionné, donc vous avez plus de véhicules que de besoins. Et dans ces cas-là, la solution la plus simple, ça va être de quantifier effectivement si c'est bien le cas et ensuite de pouvoir réduire la taille d'un parc. En moyenne, chez Mobility Green, on va réduire d'à peu près 20-25% la taille d'un parc automobile en garantissant les mêmes besoins de déplacement. Ça, c'est aussi un retour sur objectif qui est intéressant parce que ça entraîne aussi une réduction des coûts, évidemment. Il y a d'autres possibilités d'optimisation, ça on va le voir après, mais notamment le fait de se dire, des fois on a plus de ressources que de besoins, on peut aussi ouvrir cette ressource-là à d'autres personnes qui en ont besoin. Je pense notamment à certaines agglos ou à des entreprises qui vont ouvrir leurs véhicules à des particuliers pour qu'ils puissent se déplacer grâce au service d'autopartage. Donc ça fait des coûts, ça fait justement des recettes intéressantes pour l'entité qui propose des services et pour la personne qui en a besoin, ça fait aussi une réduction de budget, donc c'est plutôt intéressant. Rentabiliser aussi les véhicules à énergie alternative. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes sur l'électrique évidemment, mais aussi sur d'autres formes. Je pense notamment à l'hydrogène et au gaz qui commencent à arriver dans les entreprises. Donc du coup, on est capable de pouvoir aussi un peu démontrer l'intérêt, la pertinence de ces nouvelles mobilités et surtout un peu de démystifier cet aspect nouveauté parce qu'on s'en rend compte souvent de manière très opérationnelle. Quand on va déployer un service d'autopartage, quand c'est électrique, souvent il y a une petite réticence. Alors sur deux sujets, la première c'est je ne sais pas comment on charge une Zoé par exemple, alors que c'est très simple, hein, mais voilà, il y a une appréhension au début, c'est humain, c'est comme ça, et donc il faut bien leur expliquer que c'est très simple et finalement on va voir. Alors, on ne l'a pas encore quantifié et je pense que ça intéressera à JBD ça, mais plus tard, on aura peut-être des stats justement sur combien de personnes en entreprise ont utilisé un service d'autopartage électrique et sont passés eux-mêmes à l'électrique suite à cette utilisation. Ça m'intéresse. Ouais, j'imagine. Et puis l'autre point, c'est l'aspect aussi batterie, autonomie. Souvent, on a encore des retours de utilisateurs qui vont dire ah, attention, là, je vais faire un déplacement assez long, je ne vais pas prendre l'électrique parce que ça ne conviendra pas. Et avec les modèles de plus en plus performants, en fait, ça correspond totalement aux besoins. Donc voilà, il y a aussi un peu une démystification à faire là-dessus et à expliquer que finalement, l'électrique, ça convient à 90% des trajets quand c'est bien évidemment approché par le gestionnaire. Mais c'est tout à fait possible de mettre en place de l'électrique pour des trajets pro à plus long terme. La traçabilité aussi dans le cas d'une flotte mutualisée, ben ça c'est intéressant puisque effectivement, si vous avez plusieurs sites, que ce soit une collectivité ou une entreprise, vous allez pouvoir faire soit d'intrasite, soit de l'intersite. Donc, dans les deux cas, en fait, vous allez pouvoir quantifier les besoins sur chaque site et pouvoir proposer des solutions de mobilité. On en parlait tout à l'heure, des fois, vous avez des parcs sur-optimisés, sous-optimisés, pardon, avec plus de véhicules que de besoins disponibles, demandés en tout cas, et puis des sites, par contre, sur la même entité, qui ont souvent des véhicules en trop. Et au lieu de dire aux collaborateurs, là, sur le site A, par exemple, tu n'as pas de véhicule disponible, donc tu vas devoir passer soit avec ton véhicule personnel et donc faire des IKV, enfin des indemnités kilométriques, soit sinon partir sur du taxi, etc., ce qui engendre des coûts assez importants. On a des cas comme ça de sites qui dépensent pas mal en frais de taxi. Eh bien, il y a une solution plus simple, c'est de dire, il y a un site qui n'a pas besoin qui a trop de véhicules et un autre qui n'en a pas assez. On fait du convoyage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser ça dans le système et rapatrier des véhicules sur des jours dont on a identifié les besoins pour pallier justement aux demandes de manière un peu plus intelligente. Donc ça marche bien aussi, ça demande une organisation, il ne faut pas se leurrer, mais c'est des choses qu'on a éprouvées et qui fonctionnent. Et puis le dernier, c'est aussi quantifier les usages réels et ajuster la taille de la parc en fonction des résultats du parc. Alors il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a des indicateurs de performance assez intéressants qu'on peut voir sur les colibris, notamment le ratio entre théorique et réel. Il faut savoir que, on parlait de conduite du changement, au début, un collaborateur va souvent avoir une appréhension lorsqu'on va déployer un service d'autopartage, alors dans le bon ou dans le mauvais sens.
Et souvent, ils vont avoir un taux d'anticipation, c'est-à-dire une réservation à l'avance qui est des fois très très longue, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir le véhicule. Donc ça, on va voir ce taux finalement se réduire quand le parc est bien optimisé, mais aussi sur la taille en elle-même de la réservation. Souvent, au début, les collaborateurs vont réserver peut-être 6 heures le véhicule, alors que le rendez-vous avait besoin peut-être que 3 heures. Donc il y a 3 heures qui sont perdues et qui pourraient être proposées à d'autres collaborateurs. Et dans ces cas-là, avec des outils tels que le nôtre, on est capable de pouvoir voir ce ratio-là et expliquer aux gens, bah, attention, là, ça fait 4, 5, 10 résas que tu fais avec une amplitude qui est beaucoup plus large que ton besoin réel. Donc, on va pouvoir réduire petit à petit ce delta. Donc, c'est des choses intéressantes comme ça qu'on peut répondre de manière récurrente, en tout cas au niveau des problématiques suscitées par des prospects qu'on peut rencontrer. Et donc, c'est ce qu'on disait, c'est un peu une synthèse. Juste, En fait, Alexandre, excuse-moi. Juste, en fait, on a une remarque et une question dans le chat. Et avant qu'on avance dans la présentation, je pense que c'est bien qu'on puisse les poser. On avait Bruno, qui est donc un collègue ID4Car de Nouvelle-Aquitaine, qui nous disait les coûts varient beaucoup selon le mode d'exploitation du système d'AP, ressources internes nécessaires, trajet en boucle avec RESA, sans boucle de station à station ou free floating. Sur quels critères vous basez-vous pour sélectionner le mode d'exploitation le mieux adapté? Alors, c'est une excellente question, effectivement. Alors, je crois qu'il y a une slide sur les modes, donc autant y aller tout de suite. Hop, voilà, c'est ici. Donc, en fait, c'est excellent. Effectivement, il y a plusieurs modes d'autopartage. Il faut savoir que le plus classique et celui qui est le plus, en tout cas, commercialisé chez MTG, c'est bien la boucle, hein. C'est-à-dire que vous prenez un véhicule d'un parking A et vous le ramenez systématiquement au parking A. Ça, c'est quelque chose qui marche parce qu'en fait, ça engendre pas beaucoup de frais logistiques puisque le véhicule, à chaque fois, est bien identifié au départ et à l'arrivée. Il n'y a pas de problème de retrouver le véhicule, de laisser n'importe où. Ça a aussi des contraintes puisqu'effectivement, c'est un peu moins flexible. Donc, dans le cadre d'une entreprise, souvent, ça marche bien, mais ça reste limité. La prise à la volée, c'est un peu différent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre un véhicule comme ça à la volée sans faire de réservation. Donc, ça marche à la fois en entreprise, mais aussi pour du particulier ou dans des collectivités. Ça, ses avantages et ses inconvénients. L'avantage pour le collaborateur, c'est que c'est plus flexible. Par contre, il n'est pas sûr d'avoir un véhicule sur site quand il se rend sur le parking. Donc voilà, le mix des deux est plutôt intéressant et souvent on a d'ailleurs des entités, Guillaume pourra en parler, où ils essayent de mutualiser un peu les deux solutions, à la fois faire de réservation en amont et aussi de prendre à la volée directement. L'intersite, c'est une solution qu'on voit de plus en plus. Donc soit pour une seule entité, où en fait ils vont avoir plusieurs sites et du coup pouvoir laisser des véhicules d'un site A à un site B, et le gestionnaire du coup a cette nouvelle unité directement implémentée sur son parking et pourra s'en servir. Puis ensuite après on met des règles de gestion pour qu'il puisse revenir sur le parking de référence. Donc ça marche plutôt bien. C'est déployé des fois sur des sites au niveau national et du coup ça permet d'émailler un peu plus le territoire. Donc c'est plutôt intéressant et ça marche assez bien. Il y a quelques frais logistiques qui peuvent apparaître, notamment dans le cas où il y a beaucoup de ressources qui sont à un moment donné appliquées sur un seul parking. Et dans ce cas-là, il faut quand même rapatrier les véhicules sur d'autres parkings qui en ont besoin. C'est d'ailleurs la problématique principale du free floating. Et dans ces cas-là, soit on fait du convoyage, soit sinon, et ça peut être intéressant, uniquement par du software, on est capable de pouvoir pousser des réservations à 1 euro ou gratuitement directement pour collaborateurs pour qu'ils puissent le ramener sur un parking qui en a besoin. Voilà. Donc ça se fait aussi en location, rien d'extraordinaire. Et puis le free floating, c'est un poil différent, plutôt utilisé pour les entreprises de B2C, en tout cas les opérateurs d'autopartage. Où là, dans ces cas-là, au lieu d'avoir un parking de référence, vous allez pouvoir laisser le véhicule dans une zone délimitée en geofencing, donc cadré par de la géologue. Et du coup, vous allez pouvoir laisser n'importe où le véhicule et un autre particulier va pouvoir prendre le véhicule et laisser lui aussi n'importe où tant que c'est dans la zone délimitée. Voilà, c'est exactement la problématique que je citais tout à l'heure en intersite. Si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont concentrés sur une zone qui a eu une forte demande et ensuite éclaté après, il va falloir ramener les véhicules sur la zone de forte demande. Donc, ça implique des frais logistiques qui peuvent des fois être assez élevés. On avait étudié le cas notamment avec des systèmes de vélo aussi, qui étaient assez compliqués. Et donc, pour rejoindre sur votre question, il y a une grosse importance de faire de l'analyse en amont, ne serait-ce que sur la typologie de déplacement, sur le besoin réel de chaque site, pour savoir si c'est pertinent, par exemple, de mettre en place uniquement de la boucle ou s'il y a aussi un besoin de prise à la volée. Je vais vous prendre un cas très concret. Une grosse enseigne de télévision, pour pas la citer, met en place un service d'autopartage avec nous.
Et ils ont deux modes. À la fois la boucle pour la plupart des collaborateurs qui peuvent réserver, être sûrs d'avoir un véhicule et faire leur déplacement professionnel. Mais aussi, on a une autre typologie d'utilisateurs. C'est des reporters qui, eux, n'ont pas le temps de faire des réservations. Il y a un reportage qui est à faire, c'est dans la minute, ils n'ont pas le temps de faire une réservation. Ils prennent le véhicule à la volée, ils partent tout de suite faire le déplacement. Donc, on est assez agile comme ça et ça permet de pouvoir un peu répondre à plusieurs problématiques au sein de l'entité. Mais ça passe évidemment par une phase en amont avec l'étude du besoin et de bien répondre. Il y a eu des cas assez marrants. J'ai une réponse très longue, je suis désolé, mais je parle par expérience. D'un grand groupe aussi qui, au départ, nous avait fait une commande en disant on va mettre 100 Twizy tout de suite en autopartage sur notre site, ça va être vachement bien et tout ça. Et quand on a analysé la chose, on s'est dit, oh, attention, c'est vraiment pas une bonne idée. Il y a beaucoup de déplacements qui font plus de 500, voire 600, 700 km. En Twizy, ça va être très compliqué de pouvoir répondre à ce besoin-là. En plus, à l'époque, elles avaient encore moins de performance et surtout pas de vitres. Donc, c'était compliqué. Donc, on leur a dit, non, partez plutôt sur un mix avec, pourquoi pas des Twizy, évidemment, mais aussi de l'hybride, du thermique, etc. Et c'est important. J'ai toujours une phrase qui revient, l'électrique, c'est pas automatique, ça va le devenir. Mais c'est pas encore automatique. Il y a des parcs qui ont besoin encore d'autonomie qui sont assez amples. Pour autant, il y a un vrai besoin, en tout cas une vraie réponse de l'électrique qui va s'affiner au fur et à mesure des années. J'en suis persuadé. La transition 2030 à 50% de renouvellement sur l'électrique est déjà en marche. Guillaume l'a évoqué, mais c'est vrai, on le voit, la plupart de nos prospects maintenant nous consultent déjà pour, avant même d'envisager un service d'autopartage, de savoir quels véhicules ils peuvent transitionner sur de l'électrique et du coup, si l'autopartage a un sens aussi. Donc, j'étais assez clair. Super, merci. Parfait. Alors, je reviens à la slide. Voilà, donc, juste pour terminer sur les problématiques rencontrées, finalement, il y a deux grands ensembles. La première, ça va être un parc sous-dimensionné, ce qu'on voit un peu moins que le deuxième cas. Donc, en fait, voilà, il n'y a pas assez de véhicules, il y a une forte demande et du coup, ça va engendrer des coûts, comme on disait, par rapport à des frais de taxi, des indemnités kilométriques et c'est pas viable non plus. Donc, en fait, il faut bien quantifier ce besoin et ajuster la taille du parc en fonction du besoin. On a des outils, par exemple, de prédictif. Alors, ça demande des données, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais au bout de 3, 4, 5, 6 mois, on est capable comme ça de pouvoir prédire s'il y a un pic de demande, donc on appelle ça un pic de saturation du parc, un jour J, et de pouvoir du coup proposer au gestionnaire, bah, là, attention, tu risques d'avoir un problème sur ce jour dans la semaine, et de proposer des véhicules sur des sites qui sont disponibles à côté. Donc ça, c'est intéressant. Et le cas qu'on rencontre le plus souvent, nous, ça va être un parc surdimensionné, donc il y a trop de véhicules du parc. Il y a des besoins qui sont là, hein, qui sont concrets, mais beaucoup trop de véhicules. Et donc l'objectif, ça va être déjà d'identifier la typologie de déplacement, les besoins de mobilité, et ensuite on va faire toute une préconisation sur le nombre de véhicules équipés en autopartage pour un gain potentiel de temps de véhicules en suppression à terme sur le parc. Et donc ça permet comme ça de pouvoir réajuster ses budgets en fonction. Donc les attentes principales au niveau de nos prospects, en tout cas ce qu'on rencontre souvent, ça va être déjà un besoin d'accompagnement, comme on l'a évoqué. On a très rarement des propositions tout de suite avec allez hop, on part sur des véhicules en autopartage, ça marche pas comme ça. Il faut bien identifier les besoins, donc il y a souvent des diagnostics, des formations aussi à faire, alors des sensibilisations aussi, pourquoi pas, à la transition énergétique du parc. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se font en avant-vente. Pour vous donner un ordre d'idée, d'ailleurs, le cycle de vente chez Mobilité Green, même si c'est raccourci, puisque de plus en plus de TI et de PME passent à l'autopartage. Mais en moyenne, il y a encore quelques années, on était sur 6 à 12 mois. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a vraiment une grosse tendance à l'accompagnement sur des projets d'autopartage. Il faut aussi savoir que nous, on peut se plugger sur des systèmes existants. Vous avez un outil de gestion de flotte existant, nous, on peut se couper dessus par API, par exemple, donc en tout cas en termes de communication. Et puis, sur des infrastructures existantes, souvent, on va rencontrer 3 cas de figure qui reviennent très souvent. Soit une gestion faite sur Excel. Alors, c'est qu'il faut reprendre les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place et les intégrer dans l'outil. Soit c'est des systèmes de boîtes à clés aussi qu'on voit souvent dans les hôpitaux et dans les collectivités. Où là, c'est des boîtes à clés soit connectées, soit non connectées. Et on est capable comme ça de pouvoir prendre en compte ces logiques, soit de les passer en full automatisé avec Ecolibri, soit de les brancher en mode non connecté aussi au système. Donc, on peut très bien appairer les deux systèmes sans aucun problème. Et puis, du coup, c'est un vrai besoin aussi. Il y a souvent un manque de visibilité sur les données du parc. Souvent, on connaît la composition à peu près, on connaît le besoin en termes de mobilité des collaborateurs. Par contre, l'usage réel du parc, c'est très compliqué.
Et je le conçois, avec un fichier Excel, c'est quand même dur d'avoir exactement le kilométrage par réservation, le nombre de réservations par jour, etc. Donc, il faut suivre ça de manière très concrète. Et avec des outils tels que le nôtre, on est capable d'automatiser ça et d'avoir des rapports en temps réel tout de suite sur l'usage du parc. C'est beaucoup plus simple en termes de gestion. Et puis, c'est pareil, le fait d'avoir plusieurs sites aussi, c'est intéressant. Je prends des cas de collectivité où des fois, ils vont mettre en place un service et le proposer ensuite sur différents sites. C'est bien, ça permet de poser des questions aussi sur la forme. On l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce que la boucle, le système d'intersite est pertinent? Est-ce qu'il faut mettre aussi de la multimodalité? On parlait du vélo. Il y a vraiment eu un gros boom chez nous de demandes de vélo partage, et Guillaume l'a très bien dit, sur du domicile-travail, mais aussi sur des trajets pro. Et on voit de plus en plus aussi de demandes maintenant de trottinettes et d'engins type gyro-roue. Alors je sais que voilà, il y a encore beaucoup de freins sur l'aspect accidentogène. Cela dit, le vélo, c'était pareil. On a vu qu'il y a une transition qui s'est faite naturellement vers le vélo, donc je pense qu'on va y venir petit à petit. Ça me paraît assez sûr. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Guillaume, là-dessus. Oui, désolé, mon micro a été coupé. Oui, effectivement, on voit cette tendance. Alors, pour rebondir sur son dernier point, effectivement, je prends l'exemple d'une commune qu'on a accompagnée assez récemment en région parisienne et qui avait du coup beaucoup trop de véhicules, donc en zone urbaine extrêmement dense, des sites très rapprochés, puisqu'on est sur une commune du sud de Paris qui est vraiment une petite commune, beaucoup d'habitants. Et donc un site technique à 500 mètres de la mairie, et les gens prenaient leur voiture pour aller sur les différents sites, et chacun avait sa voiture. Et donc là, on a clairement un travail, on a très fortement réduit le parc, on a mis du gaz, on a mis de l'électrique, et on a associé à ça du vélo partage et de la réflexion sur les trottinettes, parce qu'ils voulaient les trottinettes, les agents. Donc, parce qu'on est dans une zone où ils ont l'habitude, ils ont déjà beaucoup de trottinettes partagées sur Paris et la petite couronne. Donc du coup, voilà, ça rentrait bien là-dedans. Et puis les idées aussi de vélo cargo, par exemple, pour les agents qui avaient besoin de transporter du matériel. Et donc on associe tout ça dans un système d'autopartage qui va être géré de manière unique, avec du coup à la fois les véhicules, les vélos et les autres objets roulants. Donc on peut en plus au sein d'un même outil avoir toutes ces ressources qui sont mutualisées. Donc c'est vraiment intéressant. Il existe plein de solutions aujourd'hui qui sont vraiment tout à fait adaptées. Et on peut déployer sur plusieurs sites en même temps. Donc voilà, on peut prendre un véhicule, le laisser là-bas et quelqu'un d'autre le ramène. On facilite aussi le covoiturage intersite. Enfin, il y a beaucoup de choses, et en zone urbaine notamment, c'est particulièrement adapté l'autopartage, puisqu'on est sur des distances souvent assez courtes. Et donc avoir un véhicule personnel qu'on utilise que pour nous pour faire 10 km par jour, c'est pas très très optimisé financièrement, environnementalement et techniquement. Alors ça, c'est des chiffres, parce qu'on en a parlé avec Guillaume hier et j'ai retrouvé du coup l'étude. Alors, je suis désolé, j'ai un peu compressé, le format il est un peu écrasé, mais je voulais absolument le rentrer dans la slide. En fait, c'est une étude qu'on a fait avec notre partenaire, donc Marguerite, qui est un opérateur d'autopartage pour particuliers à Nantes. Et du coup, nous, on est derrière, on fournit la technologie depuis maintenant quelques temps quand même, quelques années. Et donc, surtout, ce qui était intéressant, c'était de voir finalement l'impact qu'avait un service d'autopartage B2C sur les habitudes des usagers. Et on voit notamment un fait intéressant, c'est que le fait que au tout départ, quand les collaborateurs, les utilisateurs n'avaient pas une station Marguerite à côté de chez eux, ils étaient 27% seulement à ne pas avoir de véhicule personnel. Et quand ils ont une station à côté où ils utilisaient de façon assez récurrente la solution Marguerite, et ben finalement ils sont passés à 70%. Donc il y a eu un fort taux d'abandon du véhicule personnel, ce qui est vachement intéressant en termes d'impact. Et puis on voyait surtout aussi un rapport modal qui était assez pertinent, et l'abandon du véhicule personnel se quantifiait beaucoup sur ce graphe-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais sur le graphe de droite, où on voit bien qu'avant et après Marguerite, il y avait vraiment eu un report aussi modal sur les transports en commun, etc. Et donc, ça a bien sensibilisé les collaborateurs. Et je suis persuadé d'ailleurs que quand on est face à un service d'autopartage, que ce soit dans son entreprise, sa collectivité, ou face à un opérateur B2C, on a une volonté de suppression du véhicule personnel, ou au moins du second véhicule personnel assez rapidement quand même.
Ce qui est très intéressant dans les chiffres que tu montres justement, c'est qu'en fait, on voit bien que l'autopartage, en fait, ça vient bouleverser les habitudes qu'on a du statu quo de la voiture individuelle, du je prends ma voiture pour aller au travail, pour déposer les enfants, pour aller acheter ma baguette de pain au boulanger qui est à 500 mètres. Et qu'en fait, ces habitudes, on vient aussi impacter tout son écosystème de mobilité quotidien. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique, justement. On voit la voiture personnelle n'est quasiment plus utilisée pour les trajets domicile-travail. En fait, par contre, on a une hausse des transports en commun, de la marche et du vélo. Ça montre bien qu'en fait, c'est pas parce qu'on fait de l'autopartage, on se limite à ça. C'est qu'en fait, on rentre dans une démarche globale de réflexion sur ces mobilités. Et l'autopartage est une première étape. Alors, soit pour un employeur auprès de ses collaborateurs, ça peut avoir un impact très fort, même dans une zone urbaine, en fait, de mettre à disposition des véhicules de la commune, par exemple, pour l'autopartage, peut-être pour des publics en difficulté ou pour tout le monde, ou tout simplement d'accompagner le déploiement d'un système d'autopartage qui n'est pas du tout à casser des véhicules 100% autopartage pour des particuliers. Ça vient impacter toute la chaîne de mobilité et renforcer d'autres usages comme les transports en commun ou le vélo. Donc, on est vraiment sur une démarche vertueuse. Et juste pour réagir, parce qu'en plus, je me permets de faire le lien avec un précédent webinaire qui avait eu lieu il y a 3 semaines sur la thématique covoiturage, et où justement le fournisseur de solutions qui était présent n'avait pas encore chiffré, quantifié ce report sur les autres modes de transport. Et je trouve hyper intéressant que vous soyez en capacité de fournir cette donnée, parce que ce sont des vraies questions qu'on se pose lorsqu'on déploie ce type de solution. Quel impact ça va avoir quel impact global ça va avoir sur les modes de transport et la manière dont et les usages en termes de mobilité à l'échelle du territoire. Et voilà, de voir que l'impact est concret et qu'il y a un réel report sur d'autres modes de transport et que l'impact est beaucoup plus global que simplement celui de l'autopartage. Je trouve ça super intéressant. Voilà, c'est pour la parenthèse. Et complètement, pour rebondir encore là-dessus, donc là tu parles du covoiturage, mais effectivement, nous on travaille pas mal sur le vélo aussi, et on a mené une enquête assez récemment dans une collectivité qui met à disposition des vélos à essence électrique en location longue durée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les utilisateurs de ces vélos avaient impacté aussi leur déplacement, transport en commun et marche à la hausse par rapport à la baisse de la voiture. Donc on est en fait à chaque fois sur des vases communicants entre ces différentes nouvelles, alors certaines sont anciennes, hein, le vélo c'est pas nouveau, mais en tout cas ces autres modes de se déplacer qui sortent du statu quo de la voiture individuelle. Et en fait, on est vraiment sur la multimodalité et chacun vient renforcer l'usage de l'autre. Donc c'est vraiment, voilà, on appuie sur la vertu de ces dispositifs. Et ça, c'était des chiffres qu'on a aussi remarqué nous. On avait fait un livre blanc sur l'intention d'usage d'un service d'autopartage. Et c'est exactement ce que dit Guillaume, c'est-à-dire que on voit bien que finalement, quand un service d'autopartage est bien intégré par un collaborateur, il change vraiment de paradigme. Avant, il était sur de la possession de son véhicule personnel. Il va plutôt switcher de mentalité vers une logique plutôt d'utilisation de biens, en tout cas de services qui sont plus adaptés. Et ça, c'est vraiment marquant. On le voit bien dans l'étude. Si ça vous intéresse, je vous enverrai quelques slides à ID Forecast si vous voulez. On est preneur. Je vous enverrai ça. Super, merci. Donc, pour continuer sur cet aspect accompagnement, donc vous l'avez compris, c'est pas juste une technologie qu'on doit pousser, mais bien accompagner les acteurs à cette transition. Hein. C'est un vrai changement en interne. Il y a plusieurs choses. Déjà, la première, c'est déjà de faire un diagnostic de parc. Souvent, nous, quand on va rencontrer une collectivité, une entreprise, etc., il y a cette partie qui est indispensable. On va déjà bien visualiser les besoins en termes de mobilité pour faire une proposition qui soit adaptée. Pour vous donner un exemple très concret, le service d'autopartage d'Orange n'est pas du tout le même que la Poste et encore moins que celui de Marguerite, vous en doutez bien. Donc chaque client en fait a ses spécificités et on est capable comme ça de les accompagner et de leur proposer aussi des choses qui marchent chez d'autres clients, etc. Donc, il y a une espèce de tronc commun qui se forme petit à petit sur les bonnes pratiques et pour autant chaque service est bien spécifique. Il y a aussi une notion de formation et d'accompagnement. Alors ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en plus ça fait partie de mon service, mais systématiquement, dès qu'on va lancer en fait un service d'autopartage en interne, Mobility Green reste dans la boucle. C'est-à-dire qu'il va vous accompagner aussi sur cet aspect conduit du changement en interne avec de la bonne communication. On sensibilise bien les collaborateurs aux enjeux de pourquoi est-ce qu'on met de l'autopartage. Rien de pire que de ne pas communiquer sur ça. D'expliquer aussi tous les bienfaits qu'on peut avoir. On pense notamment au pro-perso,
où l'entreprise peut proposer des véhicules soirée week-end moyennant contribution financière pour les collaborateurs. Ouvrir, pourquoi pas, aussi leurs véhicules certains jours aux particuliers. C'est une tendance qui se marque beaucoup chez les collectivités, mais aussi dans les entreprises. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Ou alors, carrément, d'ouvrir, pourquoi pas, leurs véhicules à d'autres entreprises dans la zone. Ça, on a plusieurs solutions qui sont en cours, et notamment à Rennes, on est assez fiers de ça, où il y a des zones d'activité qui n'ont pas beaucoup de moyens de transport encore aujourd'hui, en attente du métro, etc. Et du coup, mettre en place un véhicule autopartagé pour eux, ils en ont un vrai besoin. Et pour autant, certains jours, ils peuvent l'ouvrir comme ça à d'autres entreprises, et ça marche. Parce qu'en fait, ne serait-ce que financièrement parlant, le business model est très simple. Une réservation va coûter moins cher que la location courte durée. Et du coup, l'entité qui en a besoin s'y retrouve, et l'entité qui propose le véhicule va s'y retrouver. On peut très rapidement non seulement rembourser la solution, mais aussi rembourser le loyer du véhicule, ce qui m'a plutôt surpris. Je ne pensais pas que c'était aussi vertueux que ça. Donc, sachez que c'est des choses qui peuvent se faire et qui marchent assez bien. Mais voilà, pour aller sur cet aspect accompagnement et revenir sur le sujet, j'ai tendance à digresser un peu, mais voilà. L'aspect accompagnement est très très important. On fait toujours des rendez-vous avec la com interne, les RH, etc. pour bien présenter comment est-ce qu'on fait un plan de com et bien communiquer. Il y a un impact très concret. On voit vraiment une différence entre une entité qui va déployer un service d'autopartage sans bien communiquer en interne et ceux qui communiquent bien. Souvent, le ROI va se situer entre 10-15% pour une entité qui ne communique pas bien et 20-30 voire plus pour des entités qui sont très bons sur la com interne. Et puis le dernier point, c'est pas parce que le service est lancé que ça s'arrête, au contraire, donc ce qu'on appelle l'incentive, en gros, c'est continuer à proposer des choses intéressantes pour les collaborateurs lorsqu'ils ont accès à un service d'autopartage. Et ça va notamment passer par des offres, alors ça peut être des jeux concours, on appelle ça aussi du PVE par rapport au PVP, en fait, c'est des termes du jeu vidéo, mais pour vous vulgariser ça, en gros, ça veut dire que souvent, on va avoir des contextes entre joueurs, c'est-à-dire que un collaborateur va pouvoir comparer sa note d'éco-conduite à un autre et dire attention, là, t'as vu, j'ai été meilleur que toi sur mes dernières réservations. Donc, ça incite les gens en fait, à avoir des conduites vertueuses et ça marche plutôt bien. C'est un aspect ludique sympa. Et l'autre point aussi, c'est de sensibiliser tous les collaborateurs sur un objectif commun, ce qu'on appelle du PVE, en se disant ben voilà, on va aujourd'hui essayer de réduire notre empreinte carbone de temps par rapport à notre conduite. Ça peut être aussi sur le nombre de réservations, le fait de proposer d'utiliser plus des véhicules électriques ou du vélo, etc. Donc, il y a des challenges qui sont assez sympas. Ça donne un peu de vie aussi à l'entreprise et ça donne aussi du sens aux collaborateurs tous les matins venir au boulot avec une entreprise qui a ces enjeux-là en interne. C'est plutôt chouette. Et pour terminer, on a aussi des mobility managers qui sont en charge en fait d'accompagner les entités qui mettent en place un service d'autopartage sur la bonne gestion, sur le fait aussi de dire bah tiens attention là il y a quelques règles de gestion à mettre en place en plus, peut-être proposer du vélo, etc. ou au contraire réduire le nombre de véhicules quand c'est surdimensionné, etc. Donc il y a tout cet accompagnement là qu'on propose et qui est indispensable lorsqu'on veut se lancer dans l'aventure autopartage. Super. Juste, j'avais plusieurs. Alors, il y a une question dans le chat. Si parmi les participants, certains ont des questions, qui n'hésitent pas à les poser, puisqu'on rentre vraiment dans les dernières minutes, la dernière partie de cette intervention. Sur le propos, moi, je trouvais intéressant le fait, donc en plus, je suis assez intéressé par tout ce qui est conduite du changement et le fait de justement se poser dans une vision globale à nouveau et de chercher à intégrer l'ensemble des services à la dynamique de changement, c'est aussi un facteur clé de succès pour moi. Clairement, la conduite du changement, si elle est juste portée par le service mobilité de l'entreprise ou de l'agglo, on risque de se heurter à quelques difficultés. Et tu parlais à la fois des RH et du service marketing communication. Je pense que c'est hyper important d'intégrer ces composantes à la dynamique de changement pour s'assurer qu'ils prennent au mieux. Ça, c'était plus une remarque. Sinon, donc, il y a une question dans le chat qui disait les solutions d'autopartage pour les particuliers sont-elles intégrées à l'offre de transport en commun, abonnement en commun, tarification incitative, support d'information? Alors, en fait, quand vous parlez d'autopartage entre particuliers, vous parlez de services comme Drivey ou plutôt d'opérateurs B2C tels que Marguerite ou Autolib à l'époque? C'est juste pour avoir une bonne réponse par rapport à la question. Alors, je ne sais pas si Bruno nous entend, parce que je sais qu'il est sur une autre conférence en même temps. Si tu nous entends, Bruno, et que tu peux préciser ta question,
En attendant, moi j'avais une question qui est un peu similaire. On a dans le réseau ID4Car un adhérent qui s'appelle Transway, que vous connaissez certainement, qui fait des incitatifs justement auprès des usagers pour les faire bouger, pour faire bouger leurs habitudes et les faire s'emparer de nouveaux modes de transport plus doux et responsables. Au niveau de MTG, tu l'as évoqué rapidement, mais quels sont les incitatifs que vous pouvez mettre en place justement auprès des conducteurs? Alors, il y en a plein. En fait, on a tout un pôle qui travaille sur cet aspect un peu gamification des choses. Alors, on avait rencontré plusieurs fois Transway, et c'est quelqu'un qu'on connaît bien, et d'ailleurs, on aura certainement des use cases à présenter peut-être à l'avenir. Donc, c'est intéressant d'avoir ce réseau ID4Car pour ça, donc je vous remercie. Et donc, les incitatifs, ça va être très simple. En gros, ça peut être typiquement des points qui vont s'incrémenter jusqu'à avoir différents paliers de promotion. Et typiquement, quand on va dépasser un palier, ça va déclencher plusieurs choses. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on communique avec le CE d'entreprise pour proposer justement des lots. Alors, ça peut être soit un resto, ça peut être, par exemple, accès au véhicule le soir ou le week-end, gratuitement du coup, parce qu'il a atteint un certain palier. Ça peut aussi être de l'incitatif, par exemple, avec des cadeaux en interne, etc. Donc, il y a plein de choses à mettre en place. J'ai envie de dire que cette partie-là, on laisse la main justement au service, au CE, pour justement proposer des choses pertinentes. Nous, idéalement, ce qu'on propose et ce qui donne du sens aussi au service d'autopartage, bah, c'est bien de pouvoir proposer, par exemple, à créer une mobilité pour que la personne puisse se dire, bah, tiens, là, j'ai utilisé 15 fois le véhicule autopartagé alors que je pouvais faire autre chose. J'ai gagné des points jusqu'à un certain palier et ça va me permettre d'avoir, par exemple, accès à un billet de train pour partir voir ma famille à Paris ou utiliser un véhicule en perso de la flotte pour faire mon déménagement s'il y a un utilitaire, etc. Ça, c'est des choses qui marchent bien. Mais tout est, j'ai envie de dire, pas tout est à construire. On a des grosses trames qui sont déjà proposées. Et pour autant, chaque entité peut proposer ses solutions et on s'y plug avec plaisir. Dans une logique de sur-mesure, quoi. Exactement. Et c'est un des mots-clés de Mobility Green, c'est le sur-mesure. Tout à fait. C'est ça. Ok, ça marche. On arrive gentiment à la fin du webinaire. Est-ce que parmi les participants, il y a des questions ou des points précis sur lesquels vous souhaiteriez éclaircir? Je n'ai pas l'impression qu'il y a trop de questions, mais dans le doute, on marque un petit temps d'arrêt pour. Je sais, alors, je me permets, parmi les participants, je sais qu'on a notamment Caroline Gache qui travaille pour l'agglomération de Niort. Et j'ai vu aussi qu'on avait Lionel Arthur qui travaille pour Saint-Brieuc-Armor Agglomération, deux collectivités. Est-ce que à votre niveau, vous avez des sujets ou des points d'intérêt qui mériteraient qu'on s'y attarde un peu plus, puisque la thématique était vraiment tournée côté collectivité aujourd'hui? Et j'en profite en plus pour, étant moi-même briochin, donc de Saint-Brieuc, j'ai forcément une sensibilité particulière pour le territoire, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis j'avais le plaisir de rencontrer le responsable mobilité de la ville qui m'avait expliqué que l'autopartage était une thématique qui pouvait potentiellement intéresser l'agglomération de Saint-Brieuc. Alors je pense que Arthur Lionel est… Ouais. Oui. En lien avec ça, si tu veux, je peux réagir. Alors du coup, pas d'action ciblée sur l'autopartage, mais ça en veille sur les possibilités en la matière. Bon, ben justement, nous, de notre côté, on a mené une étude d'action avec l'ADEME Pays de la Loire pendant 2 ans. C'est ce qui est précisé justement sur la slide. Et en fait, cette étude, elle est venue produire du coup une boîte à outils pour accompagner les structures privées et publiques, mais particulièrement les collectivités, puisqu'il y a des sujets particulièrement complexes pour les collectivités dans la mise en place de l'autopartage, notamment sur tout ce qui est collecte des recettes et concurrence déloyale sur le territoire, avec des loueurs potentiels. Et donc, des solutions comme MTG peuvent tout à fait effectivement permettre de contourner certaines difficultés. Mais en tout cas, on a du coup dans cette boîte à outils toute l'explication. Il y a un guide, des outils, des documents support, des chartes d'autopartage, des présentations sur l'impact en termes de pour l'URSSAF, en termes de régie de recettes, de sociétés de projets qui peuvent être à monter. Donc on explique tout ça.
C'est une boîte à outils qui va être mise à disposition gratuitement pour les collectivités et entreprises, normalement d'ici la fin de l'année, on espère, par l'AD de Pays de la Loire. Donc, on pourra assurer une communication en cas d'idée Forecast aussi là-dessus. Et c'est des choses pour les collectivités dans lesquelles vous pourrez trouver pas mal d'informations et de réponses aux questions que vous pourriez vous poser, à la fois pour l'autopartage en interne, donc de la gestion de véhicules en pool, de la mutualisation interstructure et de l'ouverture à un public plus large, notamment en zone urbaine, donc, avec du partage de vos véhicules professionnels, donc des flottes publiques qui peuvent être ouvertes à des usages de vos habitants. Ok, parfait. Parfait. Ben, écoutez, voilà, on va pouvoir conclure. Côté intervenant, je ne sais pas si vous aviez des choses à rajouter avant qu'on se quitte. Je vais te laisser la main, Guillaume, parce que j'ai beaucoup parlé. Je suis désolé. Donc, si tu veux parler, n'hésite pas. Bah, éventuellement, peut-être revenir rapidement, alors, très rapidement du coup, parce qu'effectivement, on dépasse un peu nos horaires sur Saint-Nazaire. Tu en as un petit peu parlé. Saint-Nazaire, effectivement, c'est un peu notre lien commun avec MTG, puisque nous, on est intervenu en amont de MTG sur le sujet. On a travaillé justement avec Saint-Nazaire dans le cadre de notre étude d'action acadème sur la mise en place d'une mutualisation des moyens et de la mise en place d'une solution d'autopartage, donc sur la réflexion d'ouvrir le parc, qui était déjà un parc mutualisé entre Carène et donc l'agglomération et la ville de Saint-Nazaire, parce qu'ils ont ouvert un centre technique mutualisé. Et l'idée était d'ouvrir les usages de ces véhicules aux collaborateurs, aux agents, pour leurs déplacements, domicile-travail éventuellement, ou des déplacements le week-end, emprunter un utilitaire pour un déménagement, par exemple, et de déployer en parallèle, du coup, des véhicules électriques aussi, et une ouverture facilitée par badge. Donc, tout ça a conduit à ce que la ville de Saint-Nazaire se positionne sur un nouvel outil. Ils ont retenu Mobility Tech Green, qui a été déployé. Et aujourd'hui, la ville et l'agglo et Cap Atlantique, l'agglomération d'à côté, vont encore plus loin en déployant une réflexion globale sur la décarbonation complète de leur parc de véhicules, à la fois véhicules lourds et légers. Et donc, on est voilà, sur une réflexion qui court depuis 2013 quasiment sur leur parc auto et une collectivité qui est assez avancée sur le sujet et qui a fait le choix voilà, de déployer des outils innovants, performants et numériques dans la gestion de son parc. Et on voit vraiment les résultats à la fois dans l'organisation, dans le suivi, la réduction du parc qui a diminué de 30%, 15% depuis 2013. Et l'idée, c'est encore de le réduire. Donc voilà, il y a un verdissement important de la flotte de véhicules. Donc on a financé le verdissement de la flotte par son optimisation. Et donc en 2019, ils ont été récompensés par un prix territorial justement pour cette démarche d'optimisation de la gestion et des moyens mobilité de la ville et de l'agglo. Ça, si vous cherchez des renseignements, on trouve assez facilement des articles de presse sur le cas Saint-Nazaire qui fonctionne bien. Super, parfait. Si c'est bon pour vous, ce que je vous propose, c'est peut-être de mettre votre adresse mail dans le chat pour les participants qui souhaiteraient pouvoir vous recontacter à l'issue du webinaire. N'hésitez pas, je suis sûr qu'Alexandre et Guillaume seront un plaisir de répondre à vos questions et puis de continuer à explorer le sujet. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à les contacter. Pour nous, on va clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Alexandre, merci Guillaume. C'était vraiment très très intéressant. Même en connaissant un peu le sujet, moi j'ai appris plein de choses et puis je vous ai trouvé très clair dans votre intervention. Donc c'était agréable. Et puis pour ceux que ça intéresse, on a pas mal d'événements dans les tuyaux côté ID Forecast, notamment un événement qui est plutôt dédié à l'industrie automobile la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire à cet événement qui est gratuit pour les adhérents ID Forecast.